Et c'est un salon qu'on va vous faire découvrir vraiment dans tous les sens avec son organisateur qui est là, François Bellet. Bonjour. Bonjour Yannick, bonjour François, à toutes et à tous. Qu'est-ce qui vous a pris d'organiser ce rendez-vous où à chaque fois qu'on se promène, il y a une odeur, un fumé, enfin voilà, c'est vraiment un bonheur. C'est un salon olfactif effectivement qui développe tous les sens, la pupille pour les yeux, la papille pour le goût. C'est une idée qui nous est venue comme ça il y a 9 années. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de manifestation exclusivement réservée aux AOC et aux IGP en France. Et je me suis dit, sachant qu'on est dans la région où il y a le plus d'AOC AOP au niveau national et dans un département où il y en a effectivement le plus aussi, pourquoi ne pas faire ça à Bourg-en-Bresse? Et il y a 9 ans, on a décidé de lancer ce salon, ce grand marché des AOC. Alors on l'a appelé comme ça parce qu'on a voulu retranscrire en quelque sorte un marché provençal en intérieur et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est lorsque vous étiez sur les routes du Tour de France que vous avez eu cette idée? Parce que je ne l'ai pas précisé, on va le voir, parce qu'on a ressorti les archives. Bien qu'il n'y ait pas besoin d'archives, puisque c'est votre actualité, mais vous êtes sur le Tour de France et vous êtes la voix qu'on entend à chaque étape, départ, arrivée, vous commentez en même temps que nos confrères de France Télé, mais vous sur le terrain, c'est votre métier. Absolument, sur la ligne d'arrivée en particulier, le protocole, c'est vrai, depuis 16 ans maintenant, je vais faire mon 17e Tour de France là, cette année, j'ai fait 330 arrivées d'étapes et c'est vrai que j'ai pu découvrir la richesse de nos territoires, nos terroirs à nous bien sûr, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi toute la qualité des produits de territoire partout en France. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, rien n'est fait pour valoriser ces produits-là avec des petits producteurs. On travaille avec les syndicats de producteurs et les producteurs. On n'a pas de revendeurs en fait. On a vraiment des gens qui sont dans l'authentique. Et le but du jeu, c'est aussi qu'ils puissent déguster les produits avant de les acheter. Donc c'est vrai, je me suis dit, mais quand on voit la richesse de nos terroirs et territoires, pourquoi ne pas faire une manifestation exclusivement réservée à ces produits-là? On a ouvert aussi à l'étranger. On a l'Italie, l'Espagne et la Suisse aussi. Ils sont là, les Italiens, juste à côté de nous. Bon, on était fait pour s'entendre parce que nous, on fait de la télé d'appellation d'origine contrôlée et protégée et vérifiée. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. On va juste faire le tri parce que AOC, AOP, on a du mal à s'y retrouver. C'est pas une histoire qui date d'hier. C'est vraiment très sérieux et Franck Grasso nous a préparé un petit historique pour voir un petit peu comment tout ça est né. Regardez. C'est au pays du Châteauneuf-du-Pape qu'on trouve l'origine des appellations. Dans les caves. En 1936, pour lutter contre la tromperie sur la marchandise, les viticulteurs ont tout fait pour que l'on reconnaisse leur terroir et leur savoir ancestral. Rapidement, les autres richesses françaises réclamèrent cette certification, appellation d'origine contrôlée. Ce fut le cas en 1957 pour la volaille de Bresse. Non seulement on reconnaissait son élevage dans une zone limitée, mais aussi la race et son alimentation. Aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels on cuisine cette volaille, beurre et crème, ont aussi décroché une AOC. Des productions qui ont des droits et des devoirs. C'est le fameux cahier des charges, une liste d'obligations. Mais si les AOC défendaient les produits en France, avec l'Europe, il fallait bien trouver un nouveau bouclier. Les appellations d'origine protégée ont pris le relais. Le comté y avait beaucoup à gagner. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de ce dossier à Bruxelles, nous sommes à peu près sûrs que ces Danois ou ces étrangers ne fabriqueront pas de comté. Ils pourront fabriquer des fromages qui ressemblent, qu'ils appelleront autrement, mais qui n'appelleront pas comté. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas la notoriété du comté, eh bien l'Union européenne a inventé l'IGP, l'indication géographique protégée. Avant, il se disait par exemple que les jambons de Bayonne n'étaient que salés et séchés au Pays Basque. Grâce à l'IGP, la zone d'élevage des cochons est désormais clairement définie dans le Grand Sud-Ouest. Sans ce label, n'importe qui pourrait fabriquer n'importe où un produit de terroir spécifique et en utiliser le nom. Retour ici au salon à Bourg-en-Bresse. Regardez, il existe 461 appellations d'origine protégée AOP dans lesquelles on trouve les AOC et 216 indications géographiques protégées. Donc tous ces produits sont protégés, vous l'avez compris. Tout cela est surveillé, c'est très sérieux en France grâce à l'INAO. Et je rejoins Christelle Mercier, bonjour. Bonjour. C'est vous qui vous occupez de ça en France. Alors expliquez-moi à quoi sert l'INAO, comment ça fonctionne? Alors l'INAO, ça sert à gérer tous les signes officiels de qualité et d'origine. Donc les AOP et les IGP présents aujourd'hui sur ce grand marché, mais également l'agriculture biologique et le label rouge. Ça fait beaucoup de labels pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué ou les gens connaissent déjà tout ça? Je pense que les consommateurs connaissent, que ce soit l'AOP, l'IGP, le label ou le bio. Et d'ailleurs, grâce à leur logo, les logos, le logo vert, le logo jaune et bleu que vous voyez sur les AOP IGP aujourd'hui. Si on doit faire simple entre l'AOC et l'AOP, le mieux c'est l'AOP si j'ai bien compris. On est AOC d'abord et ensuite on est AOP. C'est pas le mieux. Toutes les AOC sont effectivement AOP, vous avez tout compris.
Aujourd'hui, c'est simplifié. Ce que le consommateur doit retenir, c'est appellation d'origine protégée. Et donc ça protège le consommateur de quoi? D'une fraude, d'un faux produit, d'une contrefaçon? Alors je dirais, ça apporte des garanties au consommateur. La garantie que le produit est élaboré selon un cahier des charges particulier, la garantie que le produit est contrôlé et ce contrôle est effectivement garanti par l'État, et la garantie également que le produit est élaboré, quand on parle d'AOP et d'IGP, finalement sur un terroir particulier. Et en faisant simple, comment vous garantissez cela? Vous faites des contrôles, vous allez vérifier? Alors, les contrôles, ils sont réalisés par des organismes tiers indépendants, qui sont des organismes certificateurs qui, effectivement, vont sur le terrain, vont dans les exploitations, sur un même produit. Je pense que c'est intéressant de le dire pour le consommateur. Parfois, vous pouvez avoir plusieurs garanties. Une appellation d'origine protégée, mais également une démarche en agriculture biologique. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. On va maintenant passer à table, pratiquement. En tout cas, c'est l'heure des démonstrations, car dans ce salon, je vous l'ai dit, il y a des démonstrations culinaires. Et on va retrouver Franck Grasso, qui est le journaliste de France 3 dans l'Ain, qui est justement derrière les fourneaux. Bonjour Franck. Oui Yannick, alors on a parlé des AOC, des AOP, des IGP, mais ici dans le département de l'Ain, il y a aussi la marque Saveur de l'Ain qui permet de mettre en valeur des produits d'ici comme la carpe. Pour nous en parler, nous avons Franck Sussillon qui est chef à Saint-Paul-de-Varax. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé ici? Alors ici, je vous ai préparé une soupe de carpe. Donc dans les ingrédients, vous avez de l'huile d'olive, de l'oignon, de l'ail, du fenouil, des carottes, pommes de terre, un peu de concentré de tomate, du safran, sel et poivre et un peu de vin blanc. Et c'est beau alors, on dirait un plat provençal, alors qu'on n'y est pas du tout. C'est presque comme la soupe de Marseille, sauf qu'à l'intérieur, maintenant, on va mettre le filet de carpe, sachant qu'on peut mettre même de la carpe entière. Hein. D'accord. Voilà. Alors cette carpe, on la trouve dans les magasins paysans autour de Villars-les-Dombes notamment. Vous les mettez comme ça alors, Voilà. Carrément, Alors, le filet en entier. En entier, qu'on va mixer après. Là, il faut compter 10-15 minutes de cuisson, parce que le filet, ça cuit très vite. Si on met les carpes entières, il faut compter 1 heure et demie de cuisson. Mais là, avec les filets de carpe, ça va très vite. Ça pourrait permettre de valoriser, de revaloriser peut-être cette carpe dont on a beaucoup dit qu'elle n'était pas forcément très bonne, etc. Voilà, c'est une erreur, car la carpe, en vérité, elle dégorge pendant 10 à 15 jours dans des bassins d'eau claire. Et du coup, ça n'a aucun goût de vase. Il n'y a pas du tout de goût de vase. Alors voilà pour les filets, voilà pour la soupe qui va maintenant mijoter, que ça fait envie. On va parler d'un autre plat aussi qu'on peut faire avec de la carpe, donc saveur de l'Ain. Ce sont les fameuses goujonnettes. Alors là, on les a un petit peu démarrées. Voilà, je les ai pré-cuits. Donc on les farine à la farine de riz. Il y en a qui les farinent à la farine de gaude. À la farine de riz? Alors moi, c'est farine de riz. Parce que je trouve que ça donne un côté un peu plus croustillant. Après, on va les sortir. On va les mettre dans un cul de poule. Et on va les saler comme des frites. Comme des frites. Voilà, vous voyez, hop. On sale les goujonnettes. Voilà, on remue comme des frites. Et c'est vrai qu'à cette heure-ci, pour l'apéro, Et là, avec un franchement, petit vin du budget. je vous conseille de goûter. Allez, on y va. On y va. Je vais pas me brûler? Non. Bah vous voyez, Yannick, ça va bien se passer. Hein. Je pense que, je pense que vous pouvez nous laisser là. On en a pour la journée. Hein. Avec un petit verre de blanc du budget. C'est une tuerie. Eh ben, bon appétit Franck, on est content pour lui, on va le rejoindre. Je suis avec Jacopo. Bonjour Jacopo. Bonjour. Vous arrivez d'Italie? Oui, oui, nous sommes des producteurs de parmesan. C'est du vrai parmesan AOP? Oui, oui. Et en plus, c'est biologique et des montagnes. Donc, la qualité, il y a. C'est magnifique, on voyage d'un seul coup. Alors justement, on va le dire, on vous explique depuis le début que l'AOP, l'AOC protège les produits. Ça a été très important dans l'histoire du parmesan. Regardez. Du lait, de la présure pour le faire cailler, c'est le secret des fameux grains sucrés-salés du parmigiano. Sans oublier ces gestes hérités du XIIIe siècle. Là, je casse des grains en petits morceaux. C'est ce qu'il y a de plus délicat à faire. Je dois séparer les protéines coagulées du liquide. Chaque meule pèse la bagatelle de 100 kg avant d'être coupé en deux. Rien que dans cette cave d'affinage, il y en a pour une petite fortune. Dans le monde, les ventes de parmesan, ce sont 2,2 milliards d'euros par an. Un fromage tellement tentant qu'il a été abondamment copié et d'abord par ses voisins européens. Mais les producteurs de Parmigiano ont saisi la Cour européenne de justice et ont réussi à l'arracher des mains de ses copieurs.
Cela veut dire que s'il y a contrefaçon, on peut demander aux autorités des autres pays comme la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne d'intervenir pour empêcher l'utilisation illégale de notre nom. Donc aujourd'hui en Europe, on a de bonnes règles qui nous protègent. La bataille a été remportée en Europe. C'est en bon chemin avec le Japon et le Canada. Reste maintenant à imposer les IGP aux Américains et aux Australiens. Cette guerre-là, éminemment politique, n'est pas encore gagnée. Ici à Bourg-en-Bresse sur ce marché des AOC où j'ai croisé un petit producteur local, modeste, qui est aussi le parrain de l'édition accessoirement, Patrick Chêne. Bonjour, je suis vraiment ravi de rencontrer Patrick. Moi aussi, je suis ravi d'être là parce que je suis un peu chez moi, en tant que Lyonnais, c'est la région. Vous êtes né à Lyon, faut le rappeler. Je suis né à Lyon, oui, j'ai vécu à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai commencé au Progrès. Et je suis ici d'abord par amitié pour François Belin, c'est vrai, qui organise tout ça. Et puis en tant que producteur aussi, parce que je suis un amoureux de tout ce qui est Dites-nous produit un petit peu, français. vous êtes modeste, qu'est-ce que vous produisez? Alors je produis un vin dans le Ventoux qui s'appelle le domaine d'Embrun, avec beaucoup d'ambition, mais par rapport à tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire du bio, de la biodynamie, du respect du produit, du respect de la terre, on fait un produit qui a beaucoup de succès, il faut bien le reconnaître, parce que justement on met en pratique toute cette philosophie qu'on trouve ici de défense de ce caractère très, très respectueux et de la vigne et de la terre. Et voilà, on est en bio évidemment. Donc je suis ici en tant que vigneron avec mon épouse Laurence et alors, aussi en tant qu'amoureux de la région. Je vais faire l'étiquette, mais vous avez été directeur des sports et c'est à vous qu'on doit au Tour de France ces plans d'hélicoptères et cette découverte du patrimoine où on prenait le temps. C'est avec vous que ça a commencé, oui, c'est vrai. Ça vous a toujours tenu à cœur c'était le Tour de France 3 finalement. Voilà, c'était je suis un peu dans ma maison là. J'y ai passé 18 ans. Oui. C'était le Tour de France et j'espère en avoir fait le tour de la France. Parce que justement, j'ai rajouté ces petits bonbons, ces petites interviews, cette découverte. Alors moi, à mon époque, je refusais de quitter la course. C'est-à-dire qu'il y avait, on voyait des châteaux forts, des beaux choses, etc. Mais on était toujours dans la course. Maintenant, ils partent de temps en temps faire des sujets et ils quittent le direct. Ce que je n'aime pas du tout, parce que le direct, c'est la vie, on est en train d'en faire. Et je pense qu'il peut toujours se passer quelque chose quand on est en direct. Donc il faut toujours garder un tout petit regard sur ce qui se passe en direct. Et mais puis, ça, je me permets sur 30 secondes, un grand journaliste aussi, parce que vous avez aussi traité la politique, vous êtes un amoureux de l'information. Oui, et un vrai modèle pour nous, parce qu'il y a des gars ici qui pourraient parler, je sais pas moi, de gens que vous avez connus avant, comme Couder, etc. Moi, c'est Patrick Chêne. Voilà, c'est gentil. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas que journaliste sportif. Moi, j'ai présenté le journal, j'ai fait une émission politique sur LCP. Et c'est vrai que je crois que c'est ce que représente le journalisme. Alors, faut pas jouer les anciens à dire maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Moi, j'adore les réseaux sociaux. Simplement, il faut juste traiter l'information, la vérifier, traiter comme un journaliste. Vous avez même lancé une télé locale sur Internet, Sport Ever. Vous avez fait beaucoup de choses. Merci encore, Patrick. Merci à vous. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que les produits qui se consomment qui ont des AOP-OC, il y a aussi certaines matières. Et par exemple, le bois de Chartreuse, depuis quelques mois, a son AOC. Après un long combat. Et ça change tout pour les gens qui s'occupent de ce bois de Chartreuse. Vous allez le voir dans ce reportage. Regardez. Merci. Si vous regardez ce bout de bois, il est parfaitement cylindrique. Le cœur centré, des cernes concentriques tout le long de la croissance de l'arbre. En plus de la concentricité, les cernes sont réguliers, ce qui en fait un matériau stratifié qui comporte les qualités requises pour faire de la charpente. Robustesse et rectitude, parce qu'il a poussé lentement en altitude. Bien arrosé dans les forêts de Chartreuse, le sapin est très apprécié depuis des siècles par nos charpentiers. Même si c'est un peu plus compliqué, Olivier le préfère, sans aucun doute, aux bois étrangers. Ça demande plus d'énergie. Le bois, il passe à la scierie, il va passer au séchoir, il est ensuite retravaillé, donc il y a plus, ça demande une énergie plus importante que de faire venir un bois du Nord qui effectivement arrive, il est déjà calibré, il est déjà tout prêt et voilà quoi. Si on voulait effectivement gagner plus d'argent, on ne serait pas sur cette approche-là de circuit court. Donc c'est aussi une volonté de faire des choses qui ont du sens quoi. Ça fait quand même travailler pas mal de monde entre la partie bûcheron, le débardage, le sieur. En vérité, c'est bien toute la filière bois-forêt de Chartreuse qui est récompensée par l'AOC. Toute une démarche raisonnée qui commence par la gestion difficile de cette forêt pentue, très fréquentée.
L'AOC répond à un cahier des charges qui commence par la naissance de l'arbre où on favorise la régénération naturelle. C'est-à-dire que chaque vieil arbre, de par ses graines qui disséminent, fera pousser ses remplaçants. Sur des bois parfaitement autochtones, sapins épicéas, on ne cherche pas à avoir des essences à croissance plus rapide, on suit au plus près possible la nature. Sachez qu'il a fallu au moins 150 ans pour faire pousser ces troncs. Le sieur, dans le même esprit, met tout son art pour les découper du sur-mesure.